L'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako a eu raison du porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali. Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères a enjoint à Olivier Salgado de quitter le Mali dans les 72 heures. Le gouvernement malien lui reproche d'avoir été incapable d'apporter la preuve des affirmations contenues dans ses tweets selon lesquelles les autorités maliennes ont été informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens. Lisez le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que, ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Crosslac, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au dit ministère où il lui a été notifié la décision du gouvernement invitant M. Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter déclarant, sans aucune preuve, que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil, à l'aéroport international Président Modibo Keïta, le dimanche 10 juillet 2022. En plus, la demande officielle a lui adressée à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022, de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire, de porter la rectification nécessaire, dans la même forme, et rester sans suite. Le ministère ne saurait passer sous silence ces agissements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réitère sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Le choix du sujet, Sahel, Maghreb et Europe, est d'actualité et de surcroît opérationnel, c'est-à-dire prêt à une mise en œuvre. Il est en effet judicieux de lier la longue et multiforme crise sécuritaire du Sahel à la sécurité de ces deux autres espaces géopolitiques que sont le Maghreb et l'Europe, sa continuité septentrionale. Le Maghreb et l'Europe, deux régions, à plusieurs égards, liées au Sahel par la géographie et l'histoire et qui restent, comme lui, menacées par le terrorisme et les multiples activités illicites qui financent la violence armée. Deux rappels illustrent cette relation entre les trois régions. D'abord, il est difficile de dissocier la longue crise multiforme du Sahel du reflux des violences terroristes qui ensanglantèrent le Maghreb durant la décennie 1990 à 2000. Leur défaite a largement consisté à les pousser précisément vers Sahel. L'ancrage du terrorisme dans cette région date précisément de cette période. Par ailleurs et en même temps, le Sahel devenait le point de passage des puissants réseaux de drogue d'Amérique du Sud visant les marchés domestiques de l'Europe. Pourchassés par les services de sécurité européens, les réseaux de trafiquants de drogue, latino-américains européens délaissèrent la voie de l'Atlantique Nord, désormais trop coûteuse, et choisirent la route de Saint-Exupéry-Mermoz. Des petits avions, et de plus grands, chargés de drogue, se déversèrent sur le Sahel en route vers leurs consommateurs d'Europe. L'argent et l'insécurité s'y imposèrent. Une gouvernance effective. Aujourd'hui, au-delà de ce passé viol et des conséquences actuelles sur la région de la guerre en Ukraine, la priorité commune des trois ensembles, EU, Maghreb et Sahel, devrait aller à l'endiguement et l'élimination des causes structurelles du terrorisme dans le Sahel. C'est-à-dire cette région qui s'étend des côtes atlantiques aux confins du Soudan et dont l'épicentre demeure la zone des trois frontières, Burkina Faso, Mali et Niger. Naturellement, l'objectif des États du Sahel n'est pas d'être une aire de trouble pour eux-mêmes ou leurs amis, proches ou lointains, mais plutôt une zone de stabilité et de prospérité pour tous. La présence terroriste, depuis plus de 10 ans, va à l'encontre de cette ambition. Précisément, plus il dure, le terrorisme se transforme en une lucrative activité économico-politique. Son enracinement constitue actuellement le véritable défi pour tous. Combattre avec succès le terrorisme appelle, en premier lieu, à un consensus national sur la bonne gouvernance. Le soutien, ou pour le moins la compréhension des citoyens, de l'action de leur gouvernement en est une précondition. Face à des populations indifférentes ou hostiles à leur gouvernement, le terrorisme ne peut être réduit et encore moins vaincu. Leur soutien demande une gouvernance où la corruption endémique et impunie n'est plus la règle. C'est elle qui encourage et nourrit la puissance des réseaux parallèles à l'État, tribalisme, régionalisme et autres systèmes de caste. Et c'est ainsi qu'elle qui déconsidère l'efficacité des messages et des actions gouvernementales. La retribalisation progressive de certains États du Sahel, y compris au niveau des services de sécurité, perçus plus comme claniques que nationaux, est un puissant stimulant au terrorisme. Au-delà des bases idéologiques, celui-ci se fortifie par la corruption. Celle qui,
à travers des réseaux tribaux, s'alimentent des différents trafics lucratifs de drogue, de cigarettes et des mouvements migratoires inter- et extra-africains. À cet égard, on peut espérer que la nouvelle Cour internationale anticorruption IACC avec des personnalités telles le juge Richard Goldstone sera effective. Pris en sandwich, depuis plus de 2 décennies, entre les puissants producteurs de drogue d'Amérique du Sud et leur marché de consommation en Europe et confrontés aux djihadistes venus d'ailleurs, le Sahel en paye un prix très fort. Toutefois, dans la région, certains et pas des moindres, s'en accommodèrent fort bien. Blâmer ne constitue pas une solution. À travers le monde, plus une crise sécuritaire dure et plus elle arrive à s'auto-alimenter de ses propres malfaisances. Cette observation s'applique au Sahel qui cependant n'est pas condamné à demeurer une zone d'insécurité permanente. Afin de marginaliser le terrorisme, faute pour le moment de le vaincre, les gouvernements du Sahel devraient d'abord consolider leurs fronts politiques nationaux, ethniques, religieux et politiques. Une gouvernance tribale ou clanique conforte et renforce les mouvements armés radicaux. À ce niveau, le Sahel devrait actualiser la coopération entre les pays au sein d'un G5 Sahel renforcé et élargi à des pays tels la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les relations avec le Maghreb, toujours très sensibles, et celles avec les États concernés et intéressés de l'Union européenne, méritent une plus grande priorité. Enfin, dans le Sahel, les ressources minières actuellement en exploitation, en particulier l'or et à venir, en particulier les gaz, appellent à une gestion responsable afin d'éviter le mal hollandais ou la malédiction des ressources naturelles. Avec une dynamique démographique forte, qui ne se stabilisera pas à court terme, une urbanisation rapide et incontrôlée et surtout un environnement climatique menacé de l'extérieur et de l'intérieur, la région appelle à de vastes consensus nationaux pour réussir une gestion politique responsable. Cette immense tâche appelle à une coopération entre le Sahel et ses principaux partenaires dont le Maghreb et l'Union européenne. Dans ce contexte, cette initiative, Sahel, Maghreb, EU, de l'Université Francisco Vitoria, mérite le soutien de toutes les parties. Son succès pourrait développer des dynamiques autour d'une fructueuse coopération sécuritaire tripartite et au-delà. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.